Berceau des civilisations et des religions, le Moyen-Orient a de tout temps été la convoitise des différents conquérants qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Mais c'est à la fin du 19e siècle que les choses vont s'accélérer avec l'avènement d'un grand mouvement historique et politique d'expansion économique et de domination coloniale. L'État juif, qui était en gestation depuis le congrès de Bâle tenu le 29 avril 1897, commence à prendre forme, notamment après la déclaration du secrétaire d'État aux Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, Arthur James Balfour, qui stipulait que le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. L'exode massif des Juifs venant du monde entier en Palestine, conformément aux résolutions du Congrès de Bâle, permirent à ces derniers de s'approprier des terres en expropriant ses propriétaires. La chasse aux Palestiniens commença dès lors, et ce jusqu'à la première guerre israélo-arabe de 1948. Le 26 juillet 1956, l'Égypte nationalise le canal Suez, donnant ainsi un prétexte à la France, à l'Angleterre et à Israël à une intervention militaire. La réaction de l'URSS ne s'est pas fait attendre et un ultimatum sera lancé en direction de la coalition, entraînant une condamnation de l'ONU qui obligea les agresseurs à se retirer. Mais le 5 juin 1967, l'armée égyptienne, mal préparée et dépourvue de moyens mobiles suffisants, subit la pire défaite de son histoire. Il est certain aussi que la destruction dans sa totalité de l'aviation égyptienne, la plupart au sol par l'attaque surprise de la chasse israélienne, a privé l'armée égyptienne de toute couverture aérienne ou toute intervention pour protéger les unités en repli. Une défaite lourde de conséquences pour les événements à venir. Durant cette guerre, l'Algérie, qui venait d'accéder à son indépendance 5 années auparavant, n'a ménagé aucun effort pour soutenir toute action commune arabe. Et c'est le président Houari Boumedienne qui, passé en revue les troupes en partance au Moyen-Orient, a été la parfaite illustration de l'engagement algérien. الشعب على كل حال الجزائري يطلب منكم شيء واحد، الأمهات الجزائريات اللي كانوا يزغرتوا على أبنائهم لما يخرجوا على كل حال الحرب ويخرجوا بصدور عارية، هؤلاء الأمهات حتى وإن كان ما زالوا ما مسحوش كل الدموع نتاعهم، هؤلاء الأمهات راهم اليوم مستعدات باش يزغرتوا عليكم شهداء ويزغرتوا عليكم منتصرين. فأمامكم طريقين، طريق الاستشهاد وطريق الانتصار. Après la guerre d'usure, qui dura 2 années, de 1969 à 1971, le général Chazli est désigné dans les fonctions de chef d'état-major de l'armée égyptienne. Dans ses mémoires de guerre sur la traversée de Suez, le patron de l'armée égyptienne décrivit l'aviation égyptienne de l'époque
comme étant l'arme la plus faible dans tous les domaines. Que l'armée de terre, constituée de près de 800 000 hommes, représentait un effectif insuffisant et que les unités de défense aérienne étaient dépourvues de moyens leur permettant de faire face efficacement à toute action ennemie. À partir de ce constat, le général Chazli arriva à la conclusion qu'il lui était difficile d'envisager une action offensive quelconque, en dehors du modeste parapluie anti-aérien dont il disposait. En somme, tout militait pour une offensive qui ne devait pas dépasser 15 km de profondeur. Une victoire, même limitée, rehausserait à coup sûr le moral d'une armée triplement défaite en un quart de siècle. L'option de l'offensive était arrêtée. Restait à choisir la date, c'est-à-dire le mois, le jour et l'heure. Et c'est ainsi que le 6 octobre 1973 fut arrêté par l'état-major de l'armée égyptienne, pour plusieurs raisons. En effet, en 1973, le mois d'octobre correspondait au mois du carême, et les Israéliens étaient à milieu de penser que les Arabes pouvaient déclencher une offensive militaire en pareille période de jeûne, alors que la journée du 6 représentait un jour de fête chez les Juifs, le jour du grand pardon ou Yom Kippour en hébreu. L'heure de l'offensive a été aussi minutieusement préparée. En général, les offensives commençaient à l'aube, alors que l'attaque égyptienne a débuté à 14 heures, ce qui a complètement dérouté les prévisions israéliennes, créant ainsi une surprise totale. Et c'est précisément à 14 heures que les unités aériennes égyptiennes attaquèrent les objectifs situés dans le Sinaï. Sous la protection des tirs directs et indirects concentrés de l'artillerie et avec l'emploi en masse de tous les moyens, les premières vagues d'assaut composées de commandos et d'infanterie, équipés de leurs armes individuelles et renforcés de moyens anti-chars, profitant des bombardements et de l'effet de surprise, prenaient position sur la ligne Bar-Lev. Leur mission était de briser toute contre-attaque de chars susceptible d'empêcher la pose des ponts et le franchissement de moyens roulants. Le dispositif de défense israélien venait de subir une offensive militaire fulgurante le long du canal de Suez et du plateau du Golan. Selon les statistiques, Israël a perdu en l'espace d'un mois 3000 soldats, sans compter les pertes matérielles. Dans un conflit qui allait modifier sensiblement les rapports de force sur le terrain, l'effet de surprise a plutôt fonctionné au profit de l'armée égyptienne, qui a réussi à franchir la ligne Bar-Lev, dont le coût de réalisation est estimé à 500 millions de dollars. Mais dans l'euphorie du franchissement du canal de Suez, le bras du destin s'apprête à agir. Ainsi, et dans son livre La guerre d'octobre 1973, le général-major Abdelmalek Gnezia, qui commandait alors les unités opérationnelles des forces armées algériennes engagées au Moyen-Orient, revient sur la tristement célèbre pénétration israélienne par le déversoir, symbolisé par le lac Amr sur la rive occidentale du canal de Suez. Ainsi, le mardi 16 octobre 1973, le commandement de la 2e armée signalait la présence de chars ennemis dans la région du déversoir au niveau de la limite territoriale entre la 2e armée et la 3e armée représentée par la 16e division d'infanterie mécanisée au nord et la 7e division d'infanterie mécanisée au sud. En fait de présence, il s'agissait bel et bien d'une pénétration ennemie. Le mercredi 17 octobre 1973, la pénétration atteignit environ 5 km de profondeur par la présence d'une brigade blindée et une brigade mécanisée. Cette tête de pont s'élargissait au fur et à mesure que les renforts arrivaient. La 25e brigade blindée égyptienne tenta une contre-attaque
qui se solda par un échec cuisant et ont perdu la totalité de ses moyens humains et matériels. Le lendemain, le premier pont de franchissement sur le canal à hauteur du déversoir était en place, permettant à 4 brigades blindées et une brigade mécanisée de poser pied sur la rive occidentale. En face se trouvaient 2 brigades blindées renforcées par les unités de la garde républicaine. La route au Caire était donc ouverte et l'encerclement des 2 armées relevait du possible. Les Israéliens infiltrés devenaient de plus en plus maîtres du terrain, détruisant tout sur leur passage, faisant des milliers de prisonniers. Le général Sharon, à la tête de 2 brigades blindées et une brigade mécanisée, avait en charge la 2e armée égyptienne. Le général Ben Aden, avec 3 brigades blindées et une brigade mécanisée, allait progresser vers les arrières de la 3e armée. Le vendredi 19 octobre, l'absence totale de toute réaction de l'aviation égyptienne permit aux unités israéliennes de poursuivre leur progression vers le sud et la ville de Suez. Le lendemain eut lieu l'accord de cessez-le-feu, immédiatement rompu par l'ennemi pour parachever l'encerclement de la 3e armée. Le mercredi 24 octobre, au matin du 24 octobre 1973, la 3e armée de campagne égyptienne était encerclée et totalement coupée des autres forces. Enfin, le jeudi 25 octobre, 6 brigades blindées et 3 brigades mécanisées israéliennes se retrouvaient face à 2 brigades blindées, dont une de la garde républicaine, et à 100 km du Caire. Mais l'encerclement de la 3e armée et l'éventualité de sa réédition étaient un objectif militaire autrement plus significatif. Le général-major Abdelmalek Gnezia, toujours dans son livre, revient sur les causes de cette infiltration. Ainsi, on saura que la configuration du terrain, bien qu'apparente sur les cartes, avait amené l'état-major égyptien à fixer les limites latérales entre la 2e et la 3e armée à hauteur du déversoir, à savoir à l'endroit du déversement des eaux du canal de Suez dans le lac Amr. Les difficultés de franchissement rencontrées par les unités de la 3e armée n'arrivant pas à bout du mur de sable dans les délais prévus et par voie de conséquence, le temps mis à faire la jonction avec les unités de la 2e armée a permis aux unités israéliennes, sur renseignement aérien, à exploiter ce vide et à s'y infiltrer. D'une manière générale, il y a toujours tendance à négliger la protection des flancs, qui reste dans tout dispositif un point faible et un espace vulnérable. Une erreur d'appréciation, sans doute, qui a coûté cher aux Égyptiens et qui a failli transformer une victoire en défaite. Le constat se situe aussi, sans doute, dans la faiblesse de la formation des officiers égyptiens pour le peu d'intérêt qu'ils accordaient à la topographie, à l'appréciation et à l'organisation du terrain. La guerre du 6 octobre 1973, qui a été une véritable guerre, dans le sens du terme, contrairement aux autres guerres, a démontré l'importance qu'il faut accorder à l'utilisation du terrain, atout majeur et naturel dont il faut tirer le meilleur profit pour limiter les pertes en vie humaine et préserver les matériels. Cette lacune provient des règlements d'emploi des différentes armes appliquées par l'armée égyptienne, règlements basés sur le principe du rouleau compresseur qui s'est avéré tout à fait inopérant. Cela provient aussi de ce que le territoire égyptien est surtout sablonneux et désertique, où l'étude du terrain se limitait à déterminer les zones franchissables de celles qui le sont le moins. En tout état de cause, après un arrêt voulu de 6 jours, la décision politique pour soulager le front syrien sérieusement ébranlé a déstabilisé totalement le front, mis les chefs des 2 armées dans une situation morale inimaginable et donné l'occasion rêvée aux Israéliens de mettre pied sur la rive occidentale.
Dans ce contexte de guerre déclarée, l'Algérie, en parfaite harmonie avec ses positions en faveur des causes justes et du fait de son appartenance au monde arabe, a décidé le 7 octobre 1973 l'envoi de ses unités opérationnelles sur le front égyptien. من الذكريات لما كان بيقعد يحكي، وهو بابا ما كانش يتكلم على شغله، بابا كان يحكي حاجات. يعني بعد حرب اكتوبر واحنا قاعدين بيقولوا انتوا عارفين النجاح بتاع حرب اكتوبر ده بيعتمد على مين؟ على اتنين، الملك فيصل وهواري بومدين. الملك فيصل انا رحت له اقول له ان احنا هنعمل حرب، ان احنا هنقوم بحرب، وانها هتبقى على 3 جبهات، وان الميزانيه رد وبابا قالها يومها، قال لي للملك فيصل، قال له ما تقول لي ميزانيه، انتوا بتشتروا واحنا بندفع الفواتير. وهواري بومدين كلمني يوم 4 اكتوبر بيقول لي احنا جاهزين، فانا قلت له لا، لان الروس كان المفروض يسلمونا السلاح، بياخدوا القطن بدل السلاح، بياخدوا القطن المصري بدل السلاح، يعني ما بيدفع لهمش فلوس. فالمره دي لما كلمهم قال لهم لا، قالوا لا احنا عايزين الفلوس كاش. فهواري بومدين سأله، قال له كام؟ قال له 100 مليون. 100 مليون في السبعينات دي يعني حاجه مليار النهارده. بابا بيقول ان وهو نايم دخل ضابط بالتليفون بيقول له الرئيس هواري بومدين على التليفون عايزك حالا. قال سمعت التليفون بيوش، بقول له انت فين يا هواري؟ قال لي انا واقف على البحر في المينا في روسيا. انا فتحت البنك الجزائري، البنك المركزي الجزائري وجميع البنوك الجزائريه، ولميت ال 100 مليون وجبتها لهم وجيت. وقلت لهم هندفع كاش، فانت قول لي الحاجات اللي انت طالبها كانت ايه؟ قال له ما عنديش الليسته. قال له جيب الليسته من قائد الجيش، من المسؤول يعني عن هذا، وانا واقف هنا مش همشي الا لما السلاح يتشحن. L'ordre de mouvement a été notifié à la 8e brigade blindée le 10 octobre et les premiers contingents ont pris le départ dès le 12 octobre à l'issue de la phase de préparation et de conditionnement. Comme en 1967, où fut déployée sur le front égyptien la 4e brigade d'infanterie portée, le Conseil de la Révolution et le Conseil des ministres, réunis dès le 7 octobre, publient un communiqué dans lequel il est fait mention de la solidarité active et concrète du peuple algérien avec le peuple égyptien et décide de l'envoi en Égypte d'unités de l'armée nationale populaire. Sous la conduite du commandant Abdelmalek Gnezia, entame son conditionnement et le départ des premiers contingents a lieu le 12 octobre, soit 6 jours après le déclenchement de l'offensive. Le 6 octobre 1973 coïncidait avec le 10e jour du Ramadan. Notre commandant de brigade, je vais citer tous les noms que je vais donner, avec les grades de l'époque. Le colonel Gnezia Abdelmalek était en mission à la tête d'une délégation à l'étranger. Personnellement, j'étais avec quelques camarades en France pour participer à un championnat du monde de course d'orientation militaire dans la forêt de Fontainebleau. À l'issue de la cérémonie de clôture, nous avons immédiatement, à l'instar de notre commandant de brigade, rejoint notre base à Télérma. Donc le 9 octobre, on était sur place et nous avons trouvé un vrai chantier en arrivant. L'aire de stationnement des chars à Télérma était en ébullition et l'aérodrome de Télérma était plein de porte-chars. D'une manière générale, la 8e brigade, elle avait des chars, des BMP, et moi j'étais chef d'unité d'artillerie des canons D30, et la DCA, c'était des 23 bitubes. D'une manière générale, il y avait 200 personnels, et les chars, il y avait 100 chars de combat. 100 chars de combat et une trentaine de BMP d'infanterie.
Le vecteur aérien a été lui aussi concerné grâce au déploiement de 4 escadrons d'avions de combat de type MiG-17, MiG-21 et Sukhoi, des forces aériennes algériennes. Nous avions appris la nouvelle du déclenchement de la guerre d'octobre en Libye, précisément à la base aérienne de Benina Benghazi. En Libye, pourquoi? Parce qu'à la demande du gouvernement libyen, un détachement de l'aviation placé sous mon commandement a été dirigé, orienté sur la base aérienne de Benina Benghazi et qui a Benghazi depuis le début de l'année 1973, avec pour mission d'assurer la protection aérienne de la zone de Benghazi. Par voie terrestre, les unités de l'ANP transitent par la Tunisie et la Libye avant de rallier le Caire. Le manque de moyens de transport aérien et maritime nécessaires au déplacement de la brigade avec ses moyens organiques avait à l'époque contraint le commandement à opter pour la voie terrestre. Ainsi, les départs de Tel Arma, où était stationnée la 8e brigade blindée, s'étalèrent sur 4 jours et ont nécessité la mobilisation de près de 800 engins et 50 camions-citernes chargés de carburant. Au bout d'un périple de 13 jours, sur un parcours long de 3200 km, les unités de la 8e brigade blindée se sont retrouvées dans la banlieue du Caire où elles ont effectué le regroupement. Premièrement, la brigade, elle a fait une marche de 4000 km. Et ça, c'est quelque chose, on peut la considérer comme les grandes marches de Mao Tse-tung. 4000 km de Tel Arma jusqu'à Déversoir. Bon, pendant 10-15 jours, je crois, une quinzaine. Et la marche, elle était par route, une partie par route, une partie par air et une partie par voie maritime. Par voie maritime. Les deux voies, on a utilisé ces deux voies et pendant cette marche. C'est une grande marche, ça a été une grande expérience pour la brigade. Après quelques jours de mise en condition, la 8e brigade blindée reçoit l'ordre de faire mouvement vers la zone d'attente dans la nuit du 31 octobre, puis vers la ligne de front dans la nuit du 6 au 7 novembre. Une fois sur place, elle est intégrée au sein du dispositif de combat de la 4e division blindée de la 3e armée de campagne égyptienne et son dispositif défensif face aux Israéliens couvrant une zone de 30 km. Ainsi, les premiers accrochages ont eu lieu le 25, 26, 27 et 28 par des échanges de tirs directs de chars, appuyés par les feux de l'artillerie. Nous avons pris position dans un secteur qui a été réservé pour des raisons de procédure opérationnelle et surtout de procédure radio pour la brigade blindée algérienne. Et nous avons été chargés de relever la 3e brigade égyptienne qui avait perdu beaucoup de son potentiel durant les combats entre le 6 octobre et le 25 octobre. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés en première ligne après avoir roulé toute la nuit à l'infrarouge pour ne pas être repérés, et nous avons relevé unité pour unité cette 3e brigade.
L'arrivée de la 8e brigade blindée sur la ligne de front a constitué un grand soulagement pour le commandement de l'armée égyptienne, ce qui a permis de stabiliser le front, empêchant ainsi les forces israéliennes de gagner davantage de terrain, mais aussi de permettre la relève des troupes égyptiennes, en l'occurrence des unités de la garde républicaine qui avaient été dépêchées sur la ligne de front, faute d'unités de réserve disponibles. Si l'on se réfère à la chronologie des événements, on serait tenté de croire que l'arrivée sur la ligne de front des unités de la 8e brigade blindée était tardive, puisque le Conseil de sécurité avait décrété l'arrêt des hostilités le 22 octobre. Il n'en est rien, puisque l'ennemi, qui est passé maître dans l'art de transgresser les résolutions onusiennes, a continué à mener des opérations militaires dans l'espoir d'acquérir de nouvelles positions avancées et de placer ainsi des positions favorables lors de négociations. J'étais personnellement en face du déversoir et je fermais le dispositif de la brigade. Donc j'étais à l'extrémité gauche du dispositif défensif de la brigade. Et en face de moi, au lever du jour du 30 octobre, il y avait pas loin de 600-700 mètres des unités israéliennes qui avaient été certainement étonné de constater que la couleur de l'uniforme avait changé. Donc ils avaient compris qu'il y avait eu une relève de nuit, puisqu'il y avait un très grand brouhaha occasionné par les moteurs de chars. Et au lever du jour, ils étaient vraiment en effervescence face à la nouvelle situation qui se présentait devant eux. C'est ainsi que, dès son arrivée sur place et une fois qu'elle a pris position, dans sa zone de responsabilité, la 8e brigade blindée se retrouve aussitôt dans le feu de l'action. À ce titre, elle mènera de nombreuses offensives contre les positions israéliennes et réussit à récupérer certaines positions, ce qui allait permettre à la fois de renforcer et de conforter les mouvements en profondeur des troupes égyptiennes. Ces offensives, au cours desquelles elle enregistra quelques pertes en hommes et en matériel, dont 3 avions, 2 Sukhoi 7 et un MiG-21, seront permanents et quasi quotidiennes jusqu'au 18 janvier 1974, suite à l'accord de désengagement signé par les deux parties, égyptiennes et israéliennes. Des accords qui scellent le retrait des troupes israéliennes de la ligne de Suez, après quoi la 8e brigade blindée a été retirée du dispositif de combat de la 4e division blindée égyptienne pour constituer l'unité de réserve du commandement de la 3e armée de campagne. Alors, sous les ordres du général Badawi, qui sera par la suite chef d'état-major des forces armées égyptiennes, avant de décéder suite à un accident d'hélicoptère près de Marsa Matruh. Quand on est dans une zone désertique à mi-distance entre le Caire et la ville de Suez, les unités de l'ANP suivront un programme d'entraînement et d'exercice
destiné à les maintenir en condition pour une éventuelle reprise des hostilités, et ce, jusqu'au 8 juin 1975, où elles reçoivent l'ordre de retour au pays. Le 16 juin, les premières unités de la 8e brigade blindée quittent Alexandrie pour l'Algérie. Les unités algériennes ont été déployées en deçà du canal de Suez, c'est-à-dire sur la rive orientale, pour une raison précise. Quand les Israéliens avaient traversé, ils ont créé une tête de pont, et pendant la période de tractation qui concernait le cessez-le-feu, ils ont renforcé leur dispositif, sautant sur cette aubaine, pour négocier en position de force. Et c'est à ce moment précis que l'injection de la brigade est venue donner un peu d'oxygène aux unités égyptiennes qui étaient éprouvées. Ils ont été soulagés. Donc la position de la 8e brigade blindée, justement, consistait à stopper, pour ne pas dire freiner définitivement, l'avance des troupes israéliennes sur le Caire. Nous avons défendu fermement notre position, malgré la largeur du front, qui dépassait largement les capacités d'une brigade blindée autonome, aussi renforcée fût-elle. Et nous avons tenu nos positions, et nous nous sommes dit, on reste ici, quoi qu'il en coûte, jusqu'à l'accord signé avec les Égyptiens, qui a été suivi vers le 25 mars, je donne la date, à laquelle la dernière unité algérienne avait été désengagée. Donc il y a eu un désengagement qui est devenu effectif à partir du 25 mars, où notre brigade était passée en réserve de l'armée. Auparavant et bien avant le déclenchement du franchissement du canal de Suez, les forces aériennes algériennes représentées par un escadron de MiG-21 étaient stationnées sur la base aérienne Benina de Benghazi, à la demande de l'autorité libyenne pour protéger le flanc est de la Libye. Dès lors que nos escadrons, les 4 escadrons, sont installés et intégrés totalement dans le dispositif de combat égyptien, moi, en tant que responsable du détachement aviation, j'assurais au niveau du commandement des forces aériennes égyptiennes la coordination et surtout le suivi de l'engagement de nos pilotes, enfin de nos unités, de nos escadrons au front. Et en même temps, je m'enquéris de leurs besoins en moyens logistiques. Parce que là aussi, je tiens à le préciser, toutes nos unités aériennes et terrestres étaient totalement à la charge de l'Algérie. Au deuxième jour de l'offensive, c'est-à-dire le 7 octobre, les autorités politiques et militaires algériennes donnent l'ordre à 3 autres escadrons composés de MiG-21, MiG-17 et Sukhoi de rejoindre la base aérienne de Benina à Benghazi avant de rallier l'Égypte. Nos unités aériennes intégrées au système de défense égyptienne ont profité de cette position pour se perfectionner. Leur mission consistait en la protection de la Haute-Égypte sur la mer Rouge, des actions offensives sur le déversoir dans le cadre des attaques, ainsi que la destruction de rampes de lancement de fusées Hawk implantées dans le Sinaï. Donc le 11, notre unité aérienne a été transférée sur la base de Wadi Khina, avec toujours les mêmes missions et pour faire face à une base aérienne où stationnait un escadron de Mirage FE et un escadron de Phantom F4 israélien. C'était la base la plus importante au sud, actuellement Sharm el-Sheikh. Nous tenions des alertes où on décollait parfois et on allait jusqu'à la frontière, la limite, sans engagement bien entendu. Quand il y a une tentative d'intrusion, de reconnaissance, nous on décollait et on allait vers cet ennemi-là.
mais il n'y a jamais eu d'accrochage réel. Voilà. En Égypte, l'exécution des vols en collaboration avec les pilotes égyptiens ayant acquis l'expérience de la guerre a été bénéfique à plus d'un titre à nos pilotes. La tactique employée, ainsi que la présence de bases de missiles sol-air et la proximité des objectifs, exigeait un emploi particulier et une conduite des opérations aériennes de très haut niveau. Nos pilotes ont été confrontés plus d'une fois à une situation réelle de combat. À l'époque, en 1973, mon unité, le 21e escadron, équipé d'avions Sukhoi 7 d'appui tactique au sol, était basé à Rawat. L'ordre de nous diriger vers le Moyen-Orient nous a été donné le 9 octobre. Et ça a été un honneur pour mon unité et moi-même de participer à cette unité. Notre transfert de Rawat sur Tripoli, de Tripoli Benghazi, et de Benghazi, là, il fallait attendre le clearance, le feu vert des autorités égyptiennes pour pouvoir survoler et atterrir en Égypte. Ce n'est que le 13 qu'on a reçu cette autorisation. De Benghazi, on a fait Tobruk et Tobruk à Cairo Ouest. Notre objectif, ça a été la tête de pont établie par les Israéliens au nord de Suez, déversoir exactement, qui ont pris pied sur le continent africain. C'est une concentration de chars sur laquelle on avait ordre de les attaquer. Et ça a été notre première mission, enfin ma première mission personnellement opérationnelle. Malheureusement, j'ai été touché par la DCA israélienne. Mon avion commençait à perdre la puissance et il a pris feu. Malgré cela, j'ai essayé de le ramener parce qu'on n'était pas loin de la base, on était qu'à 100 km. Et ce n'est qu'en dernière minute, j'ai malheureusement craché et l'avion a brûlé. Au plan militaire, le conflit de 1973, qui continue à nos jours de susciter l'intérêt des stratèges de par la richesse de ses enseignements militaires, a eu une influence sur les doctrines de combat contemporaines, ainsi que sur la conception des systèmes d'armes. Les éléments de l'ANP venaient de vivre une expérience de près de 2 ans, faite de joie, mais aussi parfois de larmes et de sang. Une expérience où ils ont fait preuve d'un esprit de corps profondément ancré de bravoure au combat et de haute qualité morale, qui lui ont valu l'admiration et le respect de leurs frères égyptiens, comme en témoignent les distinctions et décorations décernées à nos unités par le commandement de l'armée et les autorités politiques égyptiennes. Lors de la guerre d'octobre 1973, l'armée nationale populaire, qui a été représentée par la 8e brigade blindée, et ainsi que 4 escadrons des forces aériennes, ont été parfaitement intégrés au dispositif de combat égyptien. Ce séjour sur la ligne de front aura permis aux cadres de la brigade ainsi qu'à ceux de l'aviation de s'aguerrir 2 années durant aux techniques du combat moderne aux côtés de leur homologue égyptien, qui capitalisait l'expérience de 4 guerres consécutives contre le même ennemi. On nous a été donné le 10 et on a rejoint Benghazi le 11. Du 11 jusqu'au 14, nous sommes restés en stand-by. On a attendu le feu vert des Égyptiens pour survoler le territoire égyptien et pour intégrer le dispositif égyptien. À partir du 14 jusqu'au 22, date du cessez-le-feu, on a été intégré totalement au dispositif de combat égyptien. Et nous avons mené toutes les missions ordonnées par le commandement, autant pour leurs pilotes que les pilotes algériens. Et au moment où on devait atterrir dans une des bases égyptiennes, à quelques minutes près, cet aérodrome a été attaqué par les Israéliens. On a eu des cas où, juste
Mais alors, avant le décollage de quelques secondes, il y a eu des missiles égyptiens qui sont partis. C'est-à-dire qu'on aurait pu être abattus par les missiles égyptiens. Ce qui nous a permis de voler à très très basse altitude. On a intervenu à partir de Helwan, c'était sur Fahd, comme il a cité aussi mon prédécesseur, de l'autre côté, à l'est de Fahd, plusieurs fois. Et pour vous dire un mot sur les avions que nous avions, c'était des chasseurs bombardiers qui avaient des missions de combat au sol, c'est-à-dire des attaques au sol, des bombardements au sol. Et il y avait aussi, ils étaient des chasseurs aussi pour le combat aérien. Le combat aérien, on n'a pas eu. On a volé même au-dessus de nos forces qui étaient au kilomètre 101. À un certain moment, c'était le général, enfin, c'était l'ancien commandant de la brigade, la 8e BB, le commandant Grézir. Oui. Pour les éléments de l'armée nationale populaire, cette campagne aura été une illustration parfaite de la solidarité arabe et de l'unité de destin de cet peuple. De l'avis même des autorités politiques et militaires de l'époque, les unités de l'armée nationale populaire ont permis dans leur zone de responsabilité de stabiliser le front tout en empêchant les velléités de l'ennemi d'acquérir de nouvelles positions avancées. Les éléments de la 8e brigade blindée et des forces aériennes ont fait montre de bravoure au combat et de haute qualité morale qui ont suscité l'admiration de leurs compagnons d'armes égyptiens.